assurer que vous êtes dans les meilleures conditions possibles pour entamer cette conférence. Avant toute chose, avant de présenter bien sûr Jean-Claude Guilbault, je vais vous demander un exercice physique, si ça ne vous dérange pas, et qui, vous allez voir, est très important pour la suite de la conférence. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir lever les deux bras, s'il vous plaît. Alors, premier constat, et qui est très positif, vous êtes très obéissant. Merci. Vous pouvez garder les bras levés. Vous allez pouvoir vous tourner vers... maintenant que j'ai dit ça, les gens... Non, je ne suis pas obéissant. Vous allez pouvoir garder les bras levés et vous tourner vers votre droite. Et là, vous voyez, normalement, moi, je me tourne vers ma droite. La vôtre, elle est de l'autre côté, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, et vous allez baisser vos mains sur les épaules de votre voisin. Alors maintenant, votre plus grande attention, s'il vous plaît, on ne va pas faire la chenille et faire le tour. Non, je vais vous demander de prodiguer à votre voisin le meilleur massage possible. Il faut être détendu avant une conférence, c'est important. Et vous pouvez tapoter parce qu'il ne faut pas s'endormir non plus. Vous tapotez gentiment votre voisin. Et on frotte les mauvaises idées de la journée. On frotte un peu les soucis de la journée, voilà. Est-ce que c'était bien? Alors, voilà. C'est en 2 étapes. Si ce n'était pas bien, vous allez pouvoir vous venger avec ce qui suit. Je vous demande de bien vouloir lever les bras. Maintenant, vous vous tournez vers votre gauche. Et vous rendez à votre voisin ce qu'il vous a donné. En bien si c'était bien, en mal si c'était mal. Allez, on y va, on n'hésite pas. Hein. Et on tapote, on tapote, on tapote. Et on brosse les soucis de la journée, c'est important. Est-ce que vous vous sentez bien et détendu? Bien. Très important. C'est très important parce qu'on va vous demander également d'être actif, en tout cas pour une partie de cette conférence, et notamment de répondre à une question, je crois, Annalise. Absolument, tout de suite, maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, répondre à un sondage en direct live, d'accord? Puisque c'est vous qui allez répondre à ce sondage. La question, laquelle est-ce? La question, c'est est-ce que vous, à titre personnel, vous pensez que vos enfants, ou les enfants de gens que vous connaissez, hein, si vous n'en avez pas, vous prenez des enfants au hasard, vous prenez n'importe quel enfant au hasard, est-ce que vous pensez que cet enfant aura un meilleur avenir que le vôtre? What a beautiful question. Alors attendez, paniquez pas, monsieur est très volontaire. Oui, alors attendez, pour que ce soit bien clair, ceux qui pensent oui se lèveront avec les bras en l'air. Ceux qui pensent non se lèveront les bras croisés. Et ceux qui ne se prononcent pas, parce que définitivement ils ne savent pas ce qu'est un enfant, vous restez assis. Alors oui, debout, les bras en l'air. Non, les bras croisés, debout. Alors vous, debout. Et non, je ne me prononce pas. Alors ne changez pas en cours de route. Restez dans votre position parce qu'on va vous compter. Alors vous ne faites pas ça, hein. Vous ne faites pas la macarena, sinon ça va brouiller les comptes. Voilà. Non, non, monsieur, j'ai vu, monsieur. Anaïs, si on a assis les bras croisés, on compte pas. Vous êtes à peu près 200 dans cette amphi, et donc ça va être assez facile de réaliser des pourcentages. Des 200 pourcentages, en fait. Là, je crois qu'on est bon, là. Voilà. C'est bien, merci, madame. Ah oui, c'est convivial, hein. On lève les bras, hop, là. Alors mes petits camarades finissent de compter dans le fond et on va avoir les résultats du vote. On est quand même un petit peu plus rapide que l'IFOP et le CETRAM et le C, je ne sais quoi, qu'est-ce encore. Qu'en est-il? Est-ce que tu peux demander aux oui de cette partie-là de Oui, relever et moi pareil. Je les ai pas. Les noms, je sais pas. Alors les oui d'ici, les oui d'ici. Les oui là, juste là. Les oui d'ici, vous pouvez vous relever. Je l'ai pas compris. Juste les oui. Et les non d'ici, vous pouvez vous relever. Affirmez-vous. Dites non.
pourcentage? 40, moi, c'est 40% de non. 40% de non. T'as compté sur 200 personnes présentes? J'ai compté sur 40%, oui. 40% de Moi, non. je suis à 23,5% de oui. Moi, c'est à 10%. Non, 22,5. Mais Redman, c'est extrêmement flippant. 22,5%. 22,5% de De oui. oui. 48% de non. Non, je dis des bêtises. 27,5. Ah, mais c'est hyper embrouillé. 27,5 oui, 40% non, et les autres? Ceux qui restent. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre, ce sondage? C'est extrêmement clair, hein, comme tous les sondages. Ce sondage a deux avantages. D'abord, il pose une question, et ensuite, il donne des chiffres. De là à ce que les chiffres répondent à la question, il y a quand même une petite marge. C'est un vrai sondage comme on les aime. On pose la question, on tourne autour de la question, on regarde la question, on soulève la question, et on évoque d'autres questions. Mais peut-être que quelqu'un ici sera un petit peu plus à même de répondre à toutes ces questions que nous nous posons actuellement. Oui, et ce quelqu'un, d'ailleurs, si c'était une fleur, ce serait un lilas. Le lilas, synonyme du printemps, synonyme de beauté, de couleur aussi. Si c'était un métier, il serait reporter. C'est pas synonyme de printemps. Ça dépend. Si c'était un journal, il serait Le Monde. Et si c'était un titre de livre, il serait Le goût de l'avenir. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Jean-Claude Guilbeault. Merci, écoutez, merci de votre accueil. Juste un petit mot pour vous dire que ce sondage, quand même, vous m'avez demandé de faire un commentaire. Si on avait fait le même sondage il y a 40 ans, ça aurait été 100% de oui. C'est-à-dire que ce sondage à lui seul, même s'il a un côté sympathique et convivial, il témoigne tout de même de quelque chose d'assez inquiétant. C'est-à-dire que quand nous pensons à l'avenir, nous ne sommes pas aussi confiants que nous l'étions il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Voilà. Mais pour le reste, écoutez, je suis un peu intimidé. Merci de m'accueillir avec tant de gentillesse et tant de monde. Je ne suis pas là pour parler de moi. Je ne suis même pas là pour parler de mes livres ou de mon livre. Ça serait narcissique de ma part de le faire. Mais je suis là pour quelque chose de plus enthousiasmant. C'est pour introduire un cycle de conférences qui va s'étaler jusqu'au mois de juillet et dont j'ai la chance de faire bientôt au mois de juillet la conclusion. C'est du moins ce qu'on m'a demandé. Et honnêtement, ce cycle de conférences, comme je le connais, je connais les intervenants, je trouve qu'il va être, et je vous assure qu'il va être passionnant. Ça, j'en suis convaincu par la diversité, par la qualité des intervenants, etc. Et comme la vanité n'est jamais très loin, je suis évidemment, mon ego est très satisfait de voir que le titre de cette série de conférences est emprunté à un de mes livres qui s'appelait Le goût de l'avenir et qui a été publié en 2005. Vanité, en même temps, vanité à moitié, parce que cette expression, le goût de l'avenir, je l'avais moi-même emprunté à un grand sociologue allemand qui s'appelait Max Weber. Et Max Weber, j'étais un jour tombé sur une phrase de Max Weber que j'avais trouvée lumineuse, et vous allez comprendre pourquoi. Max Weber disait « La démocratie, c'est le goût de l'avenir ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose toute simple, toute bête, mais fondamentale. Ça veut dire que pour qu'une démocratie fonctionne, il faut, en théorie, que chaque citoyen soit convaincu qu'en allant voter, il contribue à construire l'avenir. Donc il faut d'abord que chaque citoyen soit convaincu que l'avenir n'est pas le produit d'une fatalité technologique, financière ou impérialiste, mais le choix de notre volonté, de notre délibération démocratique, et le fait, évidemment, que la démocratie permet ou doit permettre à chacun d'entre nous d'y contribuer. Ça veut dire que cette idée de goût de l'avenir, c'est une idée centrale. C'est pas une gentillesse pour faire plaisir comme ça. Il n'y a rien de boy scout dans cette idée de goût de l'avenir. Il y a quelque chose de réellement fondateur. Je me permets juste, et je me déteste, Jean-Claude, moi-même en faisant ça, de vous interrompre. Non, mais... Je pense que je ne suis pas la seule à me détester.
vous parlez de goût de l'avenir et de démocratie et de citoyens. Si vous nous permettez, nous sommes allés demander à des gens dans la rue c'était quoi pour eux le goût de l'avenir, quel goût avait leur avenir et ce qu'ils pensaient de l'avenir. Ça va durer quelques minutes et ensuite la parole sera bien sûr. Non, mais c'était bien, au contraire. Donc c'est un micro-trottoir sur quel goût pour vous aura l'avenir. Le goût de l'avenir, vas-y. D'où t'as vu l'avenir déjà? D'où t'as vu le goût? Il n'y a pas d'avenir, ok? Il n'y a pas d'avenir. Déjà, mon père, il le disait, ok? Nos futurs. Bon, bah, ça va pas changer. Et plus on avance, plus il y en a, moins du futur. Vas-y, c'est bon, j'ai ma main plus maintenant, c'est bon. Ah, vous me posez une question et je suis content d'y répondre. Eh bien oui, mes chers citoyens, je vous ai compris. Oui, je vous ai compris. J'ai compris que mon avenir dépend de votre avenir. C'est sûr. Mais j'ai surtout compris que votre avenir, vous le voulez rose. Eh bien moi, je vais vous en débarrasser de la morosité. Vous allez voir, je vais vous en débarrasser. Au Karcher, s'il le faut, je vous en débarrasserai. Nous redeviendrons positifs. Car le oui a besoin du non pour faire gagner le oui. Oui, chers citoyens, oui. Ensemble, tout devient possible pour que le changement, c'est maintenant. Pour moi, l'avenir, il aura bon goût tant qu'il a bon goût de croquettes. Et tant que je suis à côté de mon maître, au coin du feu. Alors pour moi, l'avenir... pour moi, l'avenir, c'est quand j'aurai ma prochaine gamelle. Non, Camille, non, Camille, remets ton frère debout, il est assis. Mais non, ne le mets pas couché. J'arrive. Non, mais non, on mange pas sa crotte de nez, non, même pour essayer, non, tu l'enlèves, bah remets-la dans ton nez, je sais pas, hein? Oui, bah l'avenir, c'est, attendez, excusez-moi. Oui, l'avenir, vous savez, c'est la maternité, c'est l'amour, c'est l'amour du, attends, maman, elle parle, monsieur, c'est l'amour, c'est dire beaucoup d'amour, là, énormément, il y a beaucoup trop d'amour. Non, ça y est, j'ai un contraceptif maintenant, j'ai compris. Et c'est, c'est eux, hein, l'avenir c'est eux, hein, l'avenir, il a un petit goût de compote, de blé de pinot. Et un petit goût de vomi aussi, visiblement. Non, tu prends un mouchoir. Non, tu manges pas le mouchoir. Non, mais, excusez-moi. L'avenir, vous dites? Ah bah l'avenir, là il a plutôt goût de ravioli froid quoi. Bon après je dis pas, j'aimerais bien qu'un jour il ait goût de ravioli chauffé au micro-ondes quoi. Mais pour l'instant c'est pas trop possible. Non. Puis je vois aussi qu'il a goût de glacé aussi l'avenir. Parce que à Nantes dans une voiture l'hiver ça caille. Donc là il a plus goût de ravioli froid et de glace en fait, mon avenir. Si je travaille? Ah ouais, je travaille, ouais, j'ai 2 boulots à carton, plus mes études, quoi. Ouais, je suis dans la recherche, ouais. Je suis étudiant en recherche. Bon, en même temps, je me tracasse pas trop pour mes premières années de boulot. Je pense que je vais faire des cas pratiques de recherche. Ouais, il a plutôt goût de bouchon, mon avenir, en fait. Ouais, il a goût de bouchon, ouais, c'est ça. En tout cas, monsieur, dame, je prends les tickets restaurant, je prends aussi les euros. N'ayez pas peur, je ne suis pas un voleur, je ne vais pas vous faire de mal. Oh, bonsoir. C'est exceptionnel, vous êtes venus nombreux. Écoutez, l'avenir, c'est très simple, on peut s'y préparer tous ensemble. Moi, je vous invite à la salle des fêtes de Janvaux.
Jean Vous dans le 49. Donc ça, c'est samedi en 8. Samedi en 8, vraiment, c'est gratuit. Hein, en tout cas, l'entrée est gratuite. Voilà, vous êtes tous conviés, bien sûr. Amenez à manger, c'est important de partager. Il y aura, je vois que vous avez déjà commencé, des petites activités de sensorialité, vous voyez. On va pouvoir essayer de méditer ensemble, de penser très très fort à l'avenir. Et ensuite, sur le coup de 21h, on avalera tous ensemble une pilule. Et on va bien préparer l'avenir. Parce que l'apocalypse arrive, vous voyez, c'est bientôt l'apocalypse. Et moi je dis, si on veut pas que les martiens nous bouffent tous, d'accord, alors mieux vaut partir tous ensemble à la salle des fêtes de Jean Vous dans le 49, apporter un cake ou quelque chose à partager, d'accord. Super. On est tous les enfants du soleil. On nous écoute. Ah bah oui, bah... Ah oui, oh bah... Oh bah l'avenir, c'est... Ils sont là, moi je les vois bien, hein, tous les gamins, ils sont là, oui madame, nanana, bon, moi je dis, bon, oui, mais oh... L'avenir, oui, alors je dis, bon, alors moi attendez, c'est mon travail, donc moi je suis conseillère d'orientation, vous voyez, donc je le sais, hein, l'avenir, quel couille là. Oui, voilà, alors ils sont tous là, oui, bah, moi je voudrais faire chanteuse, moi je voudrais devenir une star pour faire danse avec les stars, je sais pas par quelle ville prendre, bon. D'accord, mais moi je dis oui, mais je dis quoi? Moi je veux pas casser ton rêve, mon petit, tu as 12 ans, bon, très bien. Mais là, tout de suite, l'avenir c'est demain, et puis l'avenir c'est CAP plomberie, à mon avis, à mon non, mais en même temps, c'est ça l'avenir aussi, il y aura toujours des gens qui auront des pannes de robinet, hein? Il y aura toujours des robinets. Passé. Coiffeuse. On aura toujours des cheveux. À peu près, pour faire ce genre de choses. Allez, c'est bon. Allez-y, évidemment. Vous voulez que je vous parle de l'avenir? Alors moi je vais vous l'écrire. Parce que les paroles s'envolent, je préfère toujours les allonger sur une feuille. Mon idée à moi du futur, je peux la dire, ça me fait pas peur. C'est pas acheter des belles voitures, mais c'est dîner avec ta sœur. La nostalgie en vieillissant, c'est dire que c'était mieux avant. Moi je préfère regarder devant, car l'avenir m'attend au tournant. C'était Grand Corps Malade. Merci pour le... Le goût de l'avenir, messieurs, dames. Eh bien, il aura peut-être le goût pour vous de notre formule du midi. Voici le menu. Cuisine du monde. Un beau conflit de canard bien saignant. Hein, bien sûr, accompagné de son gaz moutarde. Voilà, il est vraiment bien saignant celui-là, je vous le conseille. Ensuite, le plat de résistance, le plat du marché. C'est une estouffade de pigeon. Le pigeon est plumé et saisi. Il est servi sur un lit d'oseille. Ah non, pardon. On m'annonce en cuisine qu'il n'y a plus d'oseille du tout. C'est la loi du marché. Pour dessert, une tarte au citron sans sucre. Le sucre, c'est mal. D'accord ? Par contre, l'addition, elle, sera bien salée. Je vous souhaite de bien déguster. Merci, voilà, je crois qu'on a vu un petit panel tout à fait objectif de ce qu'en pense monsieur et madame tout le monde dans la rue. Je crois que maintenant, on aimerait savoir ce qu'en pense monsieur Jean-Claude Guilbault. La parole est à vous, à tout jamais. Écoutez, merci de tout cœur à Petit Pas pour l'Homme, parce que c'est très bien de commencer par rire. Et je pense que, non seulement parce que c'est agréable, mais aussi parce que c'est un avertissement, puisque maintenant je suis censé vous parler sérieusement,
ça m'interdit de vous parler avec l'esprit de sérieux, qui est le contraire du sérieux. Donc je vais essayer de vous parler le plus calmement, le plus clairement possible. Y compris d'ailleurs, je vous propose d'aller, nous allons commencer par des choses très simples, et puis nous allons essayer d'aller vers les choses un petit peu plus complexes, quitte à les simplifier. Je sais bien que c'est toujours un peu gênant de simplifier les choses, surtout dans un endroit comme le CNAM, où il y a beaucoup de gens qui sont très compétents en économie, en droit, etc. Je m'abrite derrière une phrase de Paul Valéry, que vous ne connaissez peut-être pas, mais que je vous cite. Paul Valéry disait « Tout ce qui est simplifié est faux, mais tout ce qui n'est pas simplifié est inutilisable ». Ça veut dire que je vais essayer de vous dire des choses assez simples, en même temps en les rendant utilisables et en essayant de ne pas vous dire des choses fausses. Commençons par une toute petite histoire assez classique, et qui est devenue depuis une dizaine d'années une sorte de scénette de la vie médiatique, voire quelquefois de la vie personnelle des gens. C'est ce que j'appelle le retour de Chine. C'est-à-dire qu'il y a périodiquement de nos intellectuels, de nos écrivains, de nos journalistes, tout simplement de nos amis, qui font le voyage en Chine, ou disons dans l'extrême Asie, c'est-à-dire Chine, Vietnam, Thaïlande, etc., et qui reviennent sidérés en disant, il y en a un qui très connu qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit « Jean-Claude, tu comprends, c'est maintenant là-bas que ça se passe ». Et comme j'ai la chance, en effet, j'ai été pendant longtemps reporter, mais j'ai la chance de voyager encore assez souvent, et tous les ans, j'ai fait une fois de plus un retour de Chine au mois de janvier dernier. Et j'ai vérifié que l'impression est toujours la même, puisque j'ai fait un voyage en Chine, au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande pendant plusieurs semaines au mois de janvier dernier. Pour vous dire la vérité, quand on est là-bas, indépendamment des jugements qu'on peut porter sur les régimes politiques, qui sont pas du tout acceptables, ni au Vietnam ni en Chine, ce sont certainement pas des démocraties, mais on est tout de même ébloui par la vitalité, l'esprit d'entreprise, le dynamisme, la capacité d'invention des gens, etc. Pour vous donner un seul exemple, dans la seule ville de Saïgon, qui est maintenant une grande métropole, nous nous sommes renseignés pour savoir, les gens travaillent beaucoup maintenant au Vietnam, mais il y a des cours du soir. Il y a des cours du soir pour les gens qui veulent en faire plus. Eh bien, rien qu'à Saïgon, il y a 400 000 personnes inscrites au cours du soir pour apprendre l'informatique, la finance et l'anglais. Et évidemment, c'est 4 heures de cours qui s'ajoutent à une journée de travail. Donc c'est vrai, quand on revient d'Asie, on est frappé en plus par le fait que tous les gens qu'on rencontre, à tous les échelons différents, vous parlent de projets. Alors quand on rencontre un maire ou un homme politique, il vous parle de projets collectifs, le projet pour une province, le projet pour une ville, etc. Quand on rencontre des individus, hommes ou femmes, ils vous parlent des projets personnels. Je veux faire ça, je veux aller finir un diplôme aux États-Unis, faire tel travail, lancer telle entreprise, etc. On est en permanence dans le projet. Et puis, je ne veux pas dire du mal de mon pays, ma tribu d'origine, la France et même l'Europe, je fais partie de l'Europe, mais quand, après ce voyage, on revient vers Roissy-Charles de Gaulle, pour vous dire la vérité, on a l'impression de revenir dans une maison de retraite. Sans vouloir dire le moins du mal de mes compatriotes, on arrive dans un pays où, vous savez de quoi on vous parle surtout? On ne vous parle pas de projet, on vous parle de commémoration. Vous avez remarqué que nous sommes atteints du syndrome de la commémoration. Il ne se passe pas une semaine sans que nous commémorions quelque chose, en bien ou en mal, quelquefois pour se quereller, d'autres fois pour se réconcilier, d'autres fois pour s'enthousiasmer. Hier soir, j'écoutais la radio et j'ai appris qu'il y avait une grande commémoration sur la télévision des années 60, les yéyés. Alors, c'est-à-dire qu'il y a le bon vieux temps. Je vous assure qu'à la longue, cette manie de la commémoration, elle fait un peu froid dans le dos, parce qu'on se dit qu'une société qui passe son temps à vivre, à regarder en arrière, c'est pas tout à fait très bon signe, quoi. Il vaudrait peut-être mieux regarder en avant. Mais quand on rentre chez nous, c'est pas seulement ça que l'on constate. On constate, et je m'en expliquerai plus en détail un peu plus loin, que chez nous, vous voyez, le petit sondage, même rigolo qu'on a fait tout à l'heure, en témoigne. Quand on parle de l'avenir à quiconque, ou même quand on y pense soi-même,
on le perçoit désormais davantage en termes de menaces qu'en termes de promesses. Menace à tous égards. Dans 2 ou 3 ans, il est fort probable que le taux de chômage en France soit de 12, 13, voire 14%. Nous en sommes, si on compte bien en France, je parle que de la France, si on compte les travailleurs à temps partiel, plus les gens qui ont renoncé à s'inscrire, on en est à 5 millions de chômeurs. Si vous comptez les familles, ça fait pas loin de 15 millions de Français qui sont sur le bord du chemin. Il y a des pays d'Europe qui sont encore plus atteints, comme vous le savez, l'Espagne, l'Italie, etc. Les Allemands un peu moins, mais les Allemands, il faut le dire, ils font moins d'enfants que nous, donc ils ont beaucoup moins de jeunes au chômage. Mais ça veut dire que tout d'un coup, l'avenir apparaît comme assez largement menaçant. Je ne vous parle pas de ce qui nous plombe depuis quelque temps, cette dette invraisemblable, ces remboursements, ces souffrances, ces rigueurs, ces austérités qui nous attendent. On retrouve ça quand on revient chez nous, et ça ne coïncide pas avec le moindre enthousiasme ou la moindre vitalité. On pourrait dire aussi, c'est ça qui me frappe, c'est que comme l'avenir s'est effacé assez largement, les économistes, je me réfère à un ami avec qui je dois débattre la semaine prochaine, qui s'appelle Jean-Paul Fitoussi, qui a présidé pendant longtemps l'Office français des conjonctures économiques, avec lequel j'ai fait un livre de dialogue il y a un certain temps sur le thème de l'impuissance politique. Jean-Paul Fitoussi m'explique que, en matière d'économie, depuis une dizaine d'années, on a assisté à un phénomène qui s'appelle la dépréciation du futur. C'est-à-dire que le futur devient moins intéressant qu'il ne l'était. Ce qui intéresse davantage les économistes ou les traders, c'est la spéculation boursière, qui est évidemment bien plus intéressant que l'optique entrepreneuriale de jadis, parce que le capitalisme de jadis, schumpeterien, si vous voulez vous référer à Schumpeter, c'était quelque chose évidemment d'assez magnifique et assez compliqué. Un capitaliste, qu'est-ce que c'était? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui avait une idée, ou l'idée d'un produit, l'idée d'une nouveauté, d'une innovation, qui avait l'énergie suffisante pour rassembler des actionnaires, trouver des actionnaires, créer une société, trouver des salariés, mettre son talent non seulement d'inventeur mais d'organisateur au travail, lancer une entreprise et attendre un retour sur investissement 10 ans, 12 ans, 14 ans. Évidemment, ces délais paraissent désormais ringards dans l'univers financier dans lequel nous sommes entrés, ce que les économistes appellent la financiarisation de l'économie. Vous le savez peut-être, nous en sommes à un raccourcissement du temps. Il ne suffit plus de dire, comme le disent nos hommes politiques de droite et de gauche, qu'on a privilégié le court terme sur le long terme. C'est bien plus grave que cela. Vous avez sans doute entendu parler du trading haute fréquence. Vous savez sans doute ce que c'est. C'est que maintenant, on spécule à la bourse sur un délai d'une microseconde. C'est-à-dire, entre le moment où on achète et le moment où on revend, il s'écoule une microseconde. On n'en est pas encore à la nanoseconde, qui sera 1/1000e de seconde, mais tout laisse entendre qu'on y arrivera bientôt. Ça veut dire que l'essentiel de l'activité des bourses n'est plus géré par des cerveaux humains, mais est géré par des ordinateurs. Alors vous vous rendez compte que cet aplatissement du temps, ce raccourcissement du temps, c'est quelque chose de proprement effrayant. Il y a une autre conséquence à cela, c'est que comme l'avenir fait peur et que le passé console mais ne mobilise pas, nous prenons l'habitude de vivre entièrement enfermés dans le présent. Si je vous dessinais comme ça un symbole, je vous dirais qu'autrefois, la vie de nos sociétés ressemblait à un sablier, avec un réceptacle en haut, c'était la tradition, l'enseignement du passé, un goulet d'étranglement qui était le présent, et puis ce qui s'écoulait en bas, qui était l'avenir, que l'on fondait, etc. Maintenant, ça ressemble à un ballon de rugby ou un œuf de Pâques. Le présent occupe toute la surface, et l'avenir est réduit à une portion congrue. Mais vous savez, quand une société se trouve comme ça, enfermée, enclose dans le présent, il y a quelque chose qui se dérègle à tous les niveaux. La société devient forcément querelleuse. Je vous prends un seul exemple,
ce qui soude ensemble une société, ce qui l'empêche, là je reprends l'expression de Régis Debray, que je trouve très belle, ce qui nous permet de rester un tout et non pas d'être un tas. La différence entre un tout et un tas, c'est qu'une société, elle est réunie par quantité de solidarités invisibles. Et parmi ces solidarités invisibles, il y a la solidarité centrale, qui est la solidarité entre générations. Je vous dis des choses bêtes, simples. Qu'est-ce que c'est que la solidarité entre générations? Dans les pays du tiers-monde, de l'ex-tiers-monde, de l'hémisphère sud, où j'ai beaucoup travaillé, énormément, où je travaille encore, c'est très simple, ça s'exprime de manière charnelle. Les parents font assez d'enfants pour être sûrs d'être ensuite entretenus quand ils seront vieux. Ça veut dire qu'une génération entretient ses enfants, leur permet d'accéder à l'âge adulte, et puis ensuite elle est entretenue par ses enfants qui, à leur tour, sont devenus adultes. Dans le tiers-monde, ou à Calcutta, ou ailleurs, ou en Afrique, ça s'exprime de manière charnelle. Chez nous, ça s'exprime par le système des retraites, mais c'est le même mécanisme que les retraites, surtout dans le système des retraites, par répartition. Mais vous comprenez bien que cette solidarité entre générations, elle a besoin de se déployer dans le temps. Elle exige de la temporalité. Si vous êtes enclos dans le présent, la solidarité devient compétition. Et nous en sommes là aujourd'hui. Regardez la compétition entre les inactifs et les actifs pour savoir quel est celui qui ponctionnera le plus du gâteau fabriqué en commun. Et regardez, au fond, les calculs algébriques auxquels nous sommes confrontés, puisque s'il n'y a plus assez de gens actifs pour financer les inactifs, nous avons devant nous, en effet, un mur, et nous avons devant nous, en effet, une menace, celle du vieillissement. Donc tout ça constitue, comment dire, le contexte général dans lequel nous sommes. Je vais... Attendez, il faut que je prenne mes autres lunettes. J'arrive pas à lire. Voilà, je voulais vous dire, quand nous vivons comme ça et quand nous revenons de Chine, nous avons l'impression d'un étrange décalage. Surtout que nous ne trouvons pas, pour calmer notre inquiétude, pour la guérir, nous ne trouvons pas de formule, de discours politique qui nous satisfassent. On nous parle de quoi? De la croissance. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que c'est que la croissance? Est-ce que c'est simplement le produit d'un ajustement mécanique? On va triturer un petit peu le carburateur de la société avec des tournevis, puis la croissance va repartir? Évidemment que non. La croissance que nous mesurons de manière chiffrée comme ça n'est rien d'autre que l'expression économique d'un désir collectif. La croissance, c'est la capacité pour une société de se projeter vers l'avant. Autrement dit, la croissance, elle est directement liée au goût de l'avenir. Quand le goût de l'avenir fait défaut, ça n'est pas la peine de rêver sur le retour de la croissance. Et moi, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je peux vous suggérer de ne pas écouter tous ces hommes politiques de n'importe quel parti qui vous disent demain la croissance va revenir. Que nenni. Elle ne reviendra pas, en tout cas pas sur le rythme que nous avons connu pendant les 30 Glorieuses, et sûrement pas de cette façon-là. Autrement dit, nous sommes en panne de quelque chose qui est de l'ordre du dessein, de la désignation. Avez-vous trouvé, je veux pas être méchant, je veux pas faire de politique, mais avez-vous trouvé, au cours, disons, des 7 ou 8 dernières années, un seul homme politique, un seul intellectuel, qui vous donne l'impression de désigner un projet, de désigner une direction, que ce soit l'Europe? C'est très important, l'Europe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'attachent à ce que le train de l'Europe ne s'arrête pas. Donc on fait des tas de choses rocambolesques, surtout pour ne pas qu'il s'arrête. Mais plus personne ne se pose la question, où va le train? Moi, je ne sais pas où va le train de l'Europe. Donc je veux bien qu'on fasse tout pour empêcher qu'il s'arrête. Peut-être qu'il y a des moments, il vaudrait mieux arrêter la machine puis discuter entre nous pour savoir quel est l'itinéraire. Ça veut dire que nous avons sorti de notre tête l'idée de dessin, l'idée de projet, l'idée de la capacité de se projeter en avant. Nous en sommes là, nous, occidentaux. Et je vais vous dire, maintenant je vais vous faire un peu rire parce que revenons à propos de la Chine, 93 ans en arrière. Ah, vous allez me dire pourquoi 93 ans? Il faut que j'attrape mon papier pour vous faire rire. Parce que le 4 mai 1919, en Chine, il y a eu un grand mouvement, évidemment, nous c'était juste après la guerre de 14, donc on n'y a pas beaucoup prêté attention, il y a eu un grand mouvement de modernisation de la Chine.
où les Chinois, les intellectuels, se sont dit il faut absolument qu'on se modernise, surtout que ça venait après ce qu'on a appelé l'ère Meiji, comme vous le savez, qui était la fin du 19e, et qui a vu le Japon se moderniser à toute allure, en envoyant des missions en Europe pour voir ce qu'ils pouvaient piquer comme idée aux Européens pour se moderniser, pour sortir de cette longue stagnation japonaise de la période du shogunat. Donc à l'époque, en 1919, ce mouvement, qui a été relativement violent mais qui n'a pas fait beaucoup de morts, c'était un élan moderniste de la Chine. Et c'est le moment où un grand philosophe chinois, qui s'appelle Yang Shuming, qui est né en 1893 et qui est mort en 1988, donc qui est mort il n'y a pas très longtemps, Yang Shuming, qui était un peu l'inspirateur de ce mouvement moderniste, modernisateur, il a écrit un livre, figurez-vous, extraordinaire. Et ce livre, j'ai eu la chance de pouvoir le lire en français, parce que je lis pas chinois, parce qu'il a été traduit il n'y a pas très longtemps aux presses universitaires de France. Et ce livre s'appelle, je vais vous donner son titre exact pour ceux que ça intéresserait, Yang Shuming, Les cultures d'Orient et d'Occident et leur philosophie. C'est-à-dire que ce Chinois se mettait courageusement et avec une grande lucidité à comparer les cultures, la sienne, la culture chinoise, et la culture occidentale. Et tenez-vous bien, cette comparaison, il la faisait largement en faveur de la culture occidentale. Pourquoi? Je vais vous lire. J'ai trouvé un passage de lui, très simple, qui vous vaut la peine d'être lu. Voilà. Je vous résume ce qu'il entendait dire. D'abord, il disait... C'est vrai que ma culture chinoise, elle est plus ancienne que la culture européenne, elle est plus riche, elle est plus profonde, plus variée, elle a davantage le sens de l'harmonie, etc. Donc il passait de la pommade beaucoup à sa propre culture, mais il disait, mais c'est une culture immobile. C'est une culture qui se complaît depuis des millénaires dans sa propre célébration. Et il disait, au regard de cela, la culture européenne, c'est une culture de l'avenir. C'est une culture de l'en avant. Donc vous voyez bien que c'est assez saisissant de trouver sous la plume d'un Chinois et d'un philosophe, d'un grand philosophe qui compte parmi les 3 ou 4 grands philosophes chinois, de trouver une invocation du goût de l'avenir. Remarquez que c'est tout de même assez saisissant. Je vais vous lire le passage, il y en a plusieurs, mais le passage pour bien vous montrer que je ne vous raconte pas des bêtises. Alors là, je le cite dans le texte. La culture orientale et sa philosophie apparaissent comme figées, inchangées depuis l'Antiquité. Elles sont restées les mêmes à travers les siècles. Tout ce qui est notre bien aujourd'hui date de l'Antiquité. Nous ne vivons que de l'héritage de nos ancêtres. Il n'est pas exagéré de dire que la culture orientale est toujours celle des temps anciens. Rien de tel pour la culture occidentale. Ces courants de pensée ne cessent d'évoluer et ces modes d'expression se renouvellent au fil des âges. C'est la culture de l'avenir. Écrit par un Chinois. Alors vous comprenez bien que quand on revient de Chine, si on approfondit un peu son premier sentiment, de revenir dans une maison de retraite, on a un deuxième sentiment, on se dit mais il y a quelque chose qui s'est passé de manière un peu bizarre. C'est nous qui étions les détenteurs ou les inventeurs du goût de l'avenir, et c'est maintenant nous qui l'avons perdu, et c'est les Chinois qui l'ont trouvé. C'est-à-dire, vous en êtes amené à la conclusion qui s'impose, et qu'il faut bien accepter, mais ensuite, à partir de là, il faut réfléchir. La conclusion qui s'impose, c'est que les Chinois sont devenus plus occidentaux que nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et d'ailleurs, Yang Shuming n'est pas loin de le dire, puisqu'il dit qu'au fond, l'essentiel de la culture chinoise, scientifique, etc., leur a été enseigné par les jésuites, par Matteo Ricci, etc. Donc la civilisation chinoise a été très largement remodelée, comme la civilisation japonaise, par l'influence européenne, une influence et une richesse que nous avons perdues. Et prendre conscience de cela, vous comprenez bien que c'est plus intéressant que de s'intéresser au taux de croissance de l'an prochain, de savoir s'il sera de 0,8 ou de 0,2. C'est évidemment plus fondamental. Et ça correspond davantage à ce que nous sommes en train de vivre et que je ne cesse de répéter. Si vous me posez des questions tout à l'heure, je vous le répéterai encore de manière plus détaillée. Nous ne vivons pas une crise aujourd'hui. Les hommes politiques qui vous disent que nous vivons une crise vous mentent. Involontairement, ce sont des braves gens, je ne veux pas le dire, mais pourquoi? Parce que le mot crise, il est structurellement menteur.
en tant que telle. Pourquoi? Si vous évoquez le mot crise, vous laissez entendre qu'une fois la crise terminée, la situation en reviendra à ce qu'elle était avant. Si vous avez une crise de foie et qu'on vous soigne, ben après ça va mieux, vous retrouvez cette belle définition de la paix que donnait Georges Canguilhem. La paix, c'est le silence des organes. De la santé. La santé, c'est... Mais ce n'est pas une crise que nous vivons en ce sens que le chômage ne redeviendra pas comme il était aussi faible qu'autrefois. Ça veut dire que la croissance ne reviendra pas de la même façon. Ça veut dire que notre façon de faire de la politique ne sera plus jamais la même. Notre façon d'enseigner ne sera plus jamais la même avec les révolutions technologiques que nous vivons. Notre façon de faire des enfants, de procréer, de faire famille ne sera plus jamais la même. Nous sommes dans une gigantesque mutation. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette mutation, je vais vous faire la grâce des détails, parce que j'ai consacré 17 ans de ma vie à essayer de l'analyser, à travers toute une série de livres. Je vous en dis un mot quand même, pour vous montrer sa profondeur. Je me suis finalement rallié à la thèse de Michel Serres, que j'admire beaucoup, avec qui j'ai une ou deux fois conférencé, nous avons conférencé ensemble. Michel Serres dit que ce que nous vivons depuis 30 ans, comme transformation de l'aventure humaine, est aussi important que la révolution néolithique d'il y a 12 000 ans. Ça veut dire que nous vivons un basculement plus important encore que la fin de l'Empire romain ou que la Renaissance. Le vieux monde, le nôtre, dans lequel nous sommes nés, les gens de mon âge, est en train de disparaître, et le vieux monde, disparaissant, un nouveau monde surgit. Et que cette mutation, elle prend 5 visages. Je vais juste les énumérer devant vous pour pas perdre du temps. C'est pour ça que je l'appelle la mutation pentagone. Parce que c'est une figure à 5 côtés. Regardez, je compte sur mes doigts. Ces mutations que nous vivons, vous les connaissez toutes. Aussi bien que moi. Première mutation, géopolitique. La centralité occidentale est terminée. Depuis la fin du communisme, nous sommes entrés dans un monde multipolaire où nous voyons ressurgir tout d'un coup d'immenses civilisations, l'indienne, la chinoise, le Brésil, etc. Nous ne sommes plus le centre du monde. On en a quelquefois des petites vexations, ouais, un petit peu gênantes. J'étais il n'y a pas très longtemps en Algérie, j'ai appris que l'Algérie avait proposé de prêter de l'argent à la France. Parce que les Algériens ont 200 milliards de réserves de change. J'ai appris que les Brésiliens avaient proposé de venir au secours de l'Europe en leur donnant un peu d'argent. Vous comprenez? Il y a des petits signes comme ça qui, tout d'un coup, nous font un peu froid dans le dos. J'ai appris, nous apprenons aussi tous les jours, après l'aventure en Irak, l'aventure en Afghanistan, que nous avons perdu la supériorité militaire. Nous n'avons plus d'hégémonie militaire. Nous n'avons plus d'hégémonie économique. Nous n'avons plus d'hégémonie technologique. Et nous sommes en train de perdre l'hégémonie culturelle. C'est la première mutation. Elle est gigantesque. Elle n'est pas forcément une catastrophe. J'y reviendrai. La deuxième mutation, on vous en parle tous les jours, c'est la mondialisation. Alors, on vous en parle en général sur le mode idéologique. Vous avez remarqué, vous avez 2 thèses qui s'affrontent, parce qu'en France, on aime bien se faire la guerre. Alors, vous avez la thèse cui, la mondialisation heureuse, ça c'est Alain Minc. Cui, c'est magnifique, c'est formidable. C'est Avatar, vous savez, la belle forêt, etc. Ça c'est très bien. Et puis, vous avez la mondialisation catastrophique, c'est genre le monde diplomatique. C'est-à-dire le blanc ou le noir. Très bien. Et c'est un affrontement sûrement intéressant, mais que je trouve un peu vain, parce que la mondialisation, elle est les deux à la fois. Elle est à la fois une catastrophe et un bienfait. Si vous allez en Inde et que vous trouvez ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, parce que je suis retourné en Inde après y avoir beaucoup travaillé comme journaliste, vous trouvez une classe moyenne de 350 millions d'Indiens, bah vous disiez que c'est quand même la mondialisation et la meilleure allocation des capitaux à travers le monde a permis ça. Quand vous allez en Chine et que vous voyez qu'il y a... Je pense que nous en sommes aujourd'hui à peu près sûrs à 500 millions de Chinois qui ont un niveau de classe moyenne. Ça veut dire que, en effet, la mondialisation n'a pas fait que des dégâts. Mais dans le même temps, elle est en train de détruire nos sociétés, de les désindustrialiser, etc. Donc c'est une mutation biface, ambivalente. Deuxième mutation. Troisième mutation. Ça me passionne tellement que j'ai écrit un livre entier là-dessus et je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est passionnant et vertigineux. C'est la révolution numérique, figurez-vous. Si vous voulez faire sérieux dans les dîners en ville, c'est ce que je fais à Saint-Germain-des-Prés, ce petit village, vous dites la révolution digitale.
Ça fait plus, vous voyez ce que je veux dire, ça fait plus chic, quoi. Ça fait plus Valérie Trierweiler. Donc vous dites la révolution digitale. C'est quelque chose d'inimaginable, cette révolution. Ne croyez pas que c'est simplement le fait d'avoir un téléphone portable dans sa poche, d'avoir un ordinateur, etc. Moi, je vous propose une métaphore, puis je m'arrêterai là, parce que je pourrais faire la conférence entière là-dessus. La révolution numérique, c'est l'apparition d'un 6e continent. Hein? Vous pensiez depuis l'école qu'il y avait 5 continents sur la Terre? Ben non, il y en a 6. Et ce 6e continent, il est bizarroïde, parce qu'il est partout et nulle part, il est virtuel, il s'agrandit sans cesse, puisque je crois qu'il y a entre 5 et 10 millions de sites qui s'ajoutent chaque jour sur Internet. On ne sait pas très bien ce que c'est, on ne sait pas très bien le définir. Si vous demandez à un philosophe, monsieur, quand je suis sur Internet, où je suis? Alors il va vous dire, monsieur, vous êtes dans un lieu virtuel. Ah bon, je suis dans un lieu virtuel. Mais concrètement, ça veut dire je suis où? Et il vous se lancera dans une explication assez confuse, parce que le concept de lieu, d'espace, sur le 6e continent n'a plus beaucoup de sens. De même, si vous demandez quelle heure est-il quand je suis sur Internet, l'heure n'a pas tellement de signification, puisque vous chattez, comme on dit, ou avec quelqu'un qui est à Sydney, à Chandernagore. Donc ça veut dire les concepts de temps et d'espace sont devenus friables. De même que les concepts d'échange économique. Nous avions 3 modèles d'échange économique jusqu'à présent: la vente, le troc, le don. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je vois que Bernard Dorançon est en face de moi. Mon cher Bernard, si nous faisions un échange dans l'ancien monde avec ma montre, alors ma montre, je peux vous la vendre. Non, je vous donne ma montre et vous me donnez de l'argent. Très bien. La question de savoir qui fait la bonne affaire, ça c'est une autre question. Ou bien on peut faire l'inverse. Je vous donne ma montre et faire du troc. Et vous me donnez la vôtre. Pareil, je la prends. Alors savoir qui gagne entre nous deux, c'est une autre question. Ou bien le don. Je vous donne ma montre et vous me donnez votre gratitude. Qui est un mode de rétribution qui en vaut un autre et qui peut être considéré par certains comme aussi important que de l'argent. Ces 3 modes de rétribution, ces 3 modes d'échange, ils ont gouverné les échanges économiques depuis des siècles. Vous avez remarqué que dans ces 3 modes d'échange, il y a un point commun. Il y a un point commun dans les 3 cas. C'est que je n'ai plus ma montre. Ah oui, je dis. Il y a un point commun. Ça, c'est dans l'ancien monde. Ça, c'est dans le terrain, c'est dans l'ancien monde. Sur le cybercontinent, sur le 6e continent, si ce même échange, je le fais non pas avec ma montre, avec vous, mon cher Bernard, mais disons, on échange, je le fais à propos du concerto numéro 21 de Mozart pour piano et orchestre, que j'ai en format MP3 dans mon ordinateur. Je vous le donne, vous l'avez, mais je l'ai encore. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 15 ans que ça se passe, il y a beaucoup de nos cerveaux et de gens qui réfléchissent qui n'ont pas encore compris que tout d'un coup, il se passait quelque chose d'inouï, c'est la capacité de donner sans perdre. Et toutes les querelles autour de la gratuité d'Internet, les querelles inexpiables autour d'Adopi, etc., si on ne prend pas en compte cette différence fondamentale, qu'avec les objets virtuels, on peut donner sans perdre, parce que je peux faire ça aussi avec un film, je peux vous le recopier, vous le donner, et je l'ai encore et vous l'avez. Bref, ça veut dire que cette révolution numérique, elle est gigantesque. Je passe vite. Il y a la 4e révolution, mutation. J'aurai pas le temps de vous l'expliquer, mais je pense que vous-même, vous sentez intuitivement que c'est gigantesque. C'est la révolution génétique. C'est le fait que, à partir du milieu des années 50, la découverte de la structure en hélice de l'ADN, par 2 prix Nobel de biologie, Francis Crick et James Watson, nous nous sommes donné les moyens d'intervenir non plus seulement sur le monde, mais sur la vie, sur les mécanismes de la procréation, sur la définition des espèces végétales ou animales. On peut fabriquer des espèces végétales nouvelles. Les OGM en sont un exemple. On peut fabriquer des espèces animales nouvelles. Il y a des généticiens américains qui sont rendus célèbres sur Internet parce qu'ils ont fabriqué une génération de petits singes phosphorescents qu'on voit la nuit en leur greffant des gènes de méduses. Ça veut dire qu'on peut ajouter à la création. On peut faire un enfant aujourd'hui avec non pas 2 parents mais 5. 5. Qui ont tous les 5 vocation à se dire parents. Le donneur de sperme anonyme qui a donné son patrimoine génétique.
la donneur d'ovocytes anonyme, qui a donné son patrimoine génétique, la mère porteuse, qui, elle, s'est occupée de l'enfant pendant 9 mois dans son ventre, la mère légale, qui va s'occuper de l'enfant pendant 20 ans, et le père légal. Ça fait 5 parents. Qui est le plus vrai, qui est le vrai parent des 5? Nous ne savons pas. Ça veut dire que les structures de la parenté sont à repenser. Et nous entrons dans un autre monde. Et la querelle aujourd'hui qui fait tant de bruit sur le mariage pour tous, la procréation médicalement assistée, etc., se situe sur le fond de cette prodigieuse mutation génétique. Et ces 4, la 5e, j'ai même pas besoin de m'y étendre parce qu'elle est en elle-même, elle nous parle, c'est la mutation écologique. C'est le fait que nous savons maintenant qu'au rythme de notre croissance, depuis des siècles, le monde ne suffit plus. Daniel Cohen, qui est professeur d'économie à l'École normale supérieure, qui vient de faire un livre très intéressant, Daniel Cohen expliquait dans son précédent livre qu'il prenait un seul exemple. Si les Chinois avaient demain autant de voitures que nous, par 100 000 habitants, c'est quand même pas... Oui, je veux dire, c'est... Voilà. Eh bien, les Chinois consommeraient à eux seuls toutes les réserves pétrolières du monde. Comment on fait? Comment on fait? On va à Pékin, puis on leur dit, monsieur, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas rester sur vos vélos, ça nous arrangerait, et sinon, c'est que la Terre n'y suffira plus. Ça veut dire que cette révolution écologique, je ne parle même pas de l'épuisement des océans, d'épuisement des énergies fossiles, je ne parle même pas de tout cela, c'est évidemment gigantesque. Vous mettez ensemble ces 5 mutations. Et vous vous dites, alors en effet, on n'est pas en crise. Et ceux qui nous parlent de la crise, ils n'ont pas réfléchi le matin en se rasant. Ou alors ils en restent à des pensées toutes faites. Je pourrais d'ailleurs vous en donner une pour vous faire sourire, puisque nos amis, personnellement je leur ai pris le terrain, si j'ose dire, nos amis petits pas pour l'homme. Je vous prends un exemple de pensée toute faite, que nous rabâchons comme des andouilles. Il vous a pas échappé qu'assez souvent, le matin, en vous rasant dans votre salle de bain, vous écoutez France Inter ou n'importe quelle radio, et on vous dit à peu près une fois par semaine, le moral des Français est en baisse. Ah, bon, alors vous sortez de votre salle de bain un peu plombé, et puis on vous dit le moral des Français est en hausse, alors ça va mieux, mais c'est plus rare. Et immédiatement après, le lendemain, sur les radios ou dans les journaux, tous les grands éditorialistes à la mode, ils brodent là-dessus en disant le moral des Français est en baisse, c'est préoccupant, l'avenir de la France est terrible. On fait même des couvertures, le pessimisme des Français, etc. Bref, on glose. Et j'imagine que vous, ça vous tourmente aussi. Sauf que, il n'y a pas beaucoup de mes confrères qui prennent la peine de faire quelque chose de tout simple. Que ferait un enfant de 10 ans? C'est de se demander comment c'est calculé le moral des Français. Hein? J'imagine que ça a effleuré votre esprit. Figurez-vous qu'il faut à peu près 15 secondes pour trouver la réponse. Vous allez sur Internet, sur Google, et vous tapez l'INSEE, l'Institut national des sciences économiques et des statistiques, organisme officiel. Là, vous tapez dans recherche, vous tapez moral des Français, bouf! Vous tombez sur la page où on vous explique exactement les critères pour calculer le moral des Français, qui viennent d'ailleurs d'être révisés en 2008, et qui ont été uniformisés, standardisés à l'échelle européenne. Vous allez lire ça, vous allez tomber à la renverse. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 critères, et ce sont 11 critères uniquement financiers. Et si vous les regardez bien, ça veut dire qu'en fait, quand on vous parle du moral des Français, vous savez de quoi on vous parle? De l'envie d'acheter. Si vous avez envie d'acheter, on en déduit que vous avez bon moral. Si vous n'avez pas envie d'acheter, vous avez mauvais moral. Mais moi, quand j'avais trouvé ça, pardonnez-moi, ma femme Catherine, elle était dans la pièce à côté, j'ai hurlé en disant, mais Catherine, viens voir ce que j'ai trouvé. Et ma femme m'a dit moi-même, mais Jean-Claude, c'est absurde, parce que justement, la semaine dernière, parce que j'avais un coup de blues, je me suis acheté une paire de chaussures. Ça veut dire que c'était le contraire. Ça veut dire que c'est plutôt quand on a mauvais moral qu'on achète. Mais j'aime mieux vous dire, est-ce que vous vous rendez compte de cette sottise-là? Est-ce que vous vous rendez compte que semaine après semaine, hommes politiques, intellectuels, glosent, raisonnent, etc., à partir d'un paramètre stupide, d'une grande stupidité? Et si je vous donnais, on n'a pas le temps, quelques autres exemples pour vous indiquer comment on calcule la croissance, comment on calcule le produit intérieur brut, comment on fait qu'une grande marée noire qui souille 300 km de plage, c'est un plus pour la croissance. Davantage de camions pour nettoyer les plages, davantage d'activités diverses, etc. Donc on y gagne en croissance.
Si on diminue par 2 le nombre de morts sur les routes, c'est catastrophique pour la croissance. Moins de garagistes, moins d'ambulances, moins d'activités dans les hôpitaux, etc. Ça veut dire que nous sommes dans une société qui marche sur la tête, dans les indices. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand on vous parle du moral des Français, de cette impression de sinistrose que l'on éprouve quand on revient de Chine, elle est fondée. Nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors maintenant, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans le raisonnement. Vous comprenez bien donc que cette question du goût de l'avenir, comment le refonder? Quelle est sa valeur? Quelle est sa puissance? Pourquoi est-ce qu'il est au centre de tout ce qui nous arrive? Je reviens un tout petit peu en arrière et je vous raconte une chose qui, en général, n'est pas très souvent racontée. Quand je vous ai dit tout à l'heure que c'en était fini de la centralité de la culture occidentale, européenne et occidentale, c'est-à-dire qu'il y a une parenthèse de 4 siècles qui vient de se refermer, et une parenthèse de 4 siècles pendant lesquels l'Europe, puis les États-Unis, c'est-à-dire l'Europe, puis l'Occident tout entier, nous avons bénéficié d'une quadruple hégémonie, je vous l'ai dit, hégémonie militaire, hégémonie technologique, hégémonie économique, hégémonie culturelle. Alors, ça, quand on le dit comme ça, c'est intéressant. Quand on le raconte un peu, c'est encore ça plus sacrément plus intéressant. Parce que, je vous rappelle, moi j'ai fait un livre là-dessus, j'ai passé 3 ans, c'est un des travaux les plus passionnants que j'ai pu faire. J'ai fait un livre qui s'appelle « Le commencement d'un monde », où j'ai essayé de raconter cette histoire, notamment. Parce qu'il y a des choses qu'on ne nous a pas appris à l'école. Par exemple, que vers le XVe siècle, vers la fin du XVe siècle, la culture européenne, nous, Européens, étions prodigieusement en retard sur la Chine, prodigieusement en retard sur l'Inde, prodigieusement en retard sur les aspects mathématiques, sur la culture arabe. On vous a jamais dit cela. Je vais vous prendre quelques exemples simples. À l'école, moi j'ai appris, comme vous tous, qu'on avait quand même inventé l'imprimerie. Galilée, vous avez entendu parler de ça. 1467, le premier livre imprimé chez nous, la Bible. C'est quand même un orgueil, une source de satisfaction pour la culture européenne. Nous savons maintenant que, manque de bol, le premier livre imprimé par les Chinois l'avait été 8 siècles auparavant. Il s'appelait La Sutra du Diamant, c'est un texte, on connaît son nom, on connaît ça. Ça veut dire que les Chinois avaient 8 siècles d'avance concernant l'imprimerie. Petit détail. J'ai appris à l'école aussi, comme vous, que Galilée, à qui l'Église a fait des misères, enfin Galilée, il a quand même, après Ptolémée, etc., il a découvert que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Il a découvert les lois du système solaire, et en dépit de l'odeur de soufre ecclésiastique et cléricale qui s'attache au nom de Galilée, nous sommes assez fiers que ce soit un gars de chez nous qui ait trouvé ça, quand même s'il était italien, mais après tous les Italiens, on les aime bien. On dit que les Italiens, c'est des Français de bonne humeur. Vous savez ça. Mais manque de bol. Quand vous lisez, par exemple, les livres du prix Nobel d'économie Amartya Sen, grand économiste, mais en même temps, grand universitaire britannique et américain, qu'il a enseigné dans les grandes universités d'Angleterre et des États-Unis, mais ces 3 derniers livres concernent sa culture, la culture indienne, qu'il entreprend de redécouvrir avec les armes conceptuelles de son occidentalisation et de sa culture occidentale. Amartya Sen rapatrie à notre mémoire toute une partie de la culture indienne qu'on avait oubliée, notamment la culture scientifique. Les colonisateurs britanniques avaient décidé que les Indiens, c'était des gens pleins de spiritualité, etc. Et puis, ils aimaient bien le Kama Sutra, les positions, tout ce que vous voulez, etc. Mais que pour le reste, il y a une tradition scientifique indienne très puissante. Et notamment, sur le mouvement des astres, les Indiens qui ont enseigné l'astronomie aux Chinois, ils savaient ce qu'a découvert Galilée 1000 ans avant lui. Nous avons des descriptions de la Terre tournant autour du Soleil, signées par des astronomes indiens 1000 ans avant Galilée. Alors je vous donne ces quelques exemples pour vous dire que jusqu'au XVIe siècle, la culture européenne était très en retard, terriblement en retard sur les grandes cultures d'aujourd'hui. Et puis il s'est passé quelque chose d'incroyable.
il s'est passé quelque chose de stupéfiant. C'est qu'à partir du début du XVIIe siècle, à partir du commencement de la révolution industrielle en Angleterre, la culture européenne a rattrapé son retard en quelques décennies. Et puis, vous savez, comme dans les courses cyclistes, comme dans le Tour de France, elle a tout d'un coup laissé tomber, lâché le peloton, et elle a pris une énorme avance par rapport aux autres cultures qui, elles, se sont rétractées dans leur immobilité que décrit Liang Shuming à propos de la culture chinoise, dans leur auto-célébration, de culture savante mais incapable d'appliquer technologiquement et de faire progresser. Alors, sur ce qu'on appelle l'énigme occidentale, c'est-à-dire le fait que nous ayons pu rattraper si vite notre retard, il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites. Parce que vous pensez bien que les historiens se sont acharnés à essayer de comprendre pourquoi. Il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites. J'ai pas lu tous ces livres, j'en ai lu pas mal. Et quel est le noyau de ce miracle européen qui nous a permis de rattraper des siècles de retard et de dépasser et de laisser derrière nous ces grandes cultures qui aujourd'hui nous rattrapent, aujourd'hui reprennent le relais? Eh bien, figurez-vous, ce noyau, c'est la conception judéo-chrétienne du temps. Et vous allez voir que quand on s'y penche 2 minutes, vous allez comprendre pourquoi la question du goût de l'avenir, elle est encore plus centrale que vous l'imaginiez. Et vous allez voir comment s'articulent et s'expliquent de l'autre côté les remarques de Liang Shuming, chinois, s'extasiant devant le côté dynamique et le côté capacité d'être critique à l'égard de lui-même de la culture européenne. Vous savez, aujourd'hui, que nous soyons juifs, pas juifs, chrétiens, musulmans, athées, que nous soyons, je sais pas, Michel Onfray, n'importe qui, nous sommes tous occidentaux, les héritiers d'un événement prodigieux qui s'est produit entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et je voudrais vous en dire un mot, parce que moi je trouve cet événement fondateur, et je ne cesse d'inviter les gens à se le remettre en mémoire. Vous savez, jusqu'alors, si vous avez fait des études, si vous vous intéressez à l'Antiquité, à la pensée grecque, au stoïcisme, à l'hédonisme, etc., les Grecs avaient une représentation du temps assez proche de celle des Indiens, par exemple, ou des cultures orientales, c'est-à-dire la représentation circulaire du temps. Le temps est un éternel retour. Si vous lisez Héraclite, vous savez, c'est-à-dire ce qui a été reviendra, etc. La vision de la temporalité, c'est un cercle calqué sur le mouvement des astres. Les Grecs avaient recopié leur idée du temps calquée sur le mouvement des astres. Donc, comme, évidemment, le temps était un éternel retour, ça ne servait pas à grand-chose de vouloir intervenir sur le monde. Pourquoi voulez-vous changer le monde? Pourquoi voulez-vous le développer économiquement ou technologiquement, puisqu'il reviendra ce qu'il était? Vous voyez, je simplifie. Mais ce temps circulaire, c'était la règle dans la civilisation perse, dans la civilisation indienne, une bonne part de la civilisation chinoise, dans les civilisations précolombiennes, le temps était circulaire. Et puis tout d'un coup a surgi, entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, la parole des prophètes juifs. Il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Il y a Jérémie, Ézéchiel, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les prophètes? Ils ont dit quelque chose de stupéfiant. De stupéfiant. Ils ont dit, le temps n'est pas circulaire, il est droit. Le temps des hommes est droit, il est enraciné dans une tradition et orienté vers un projet, vers un futur. C'est le temps des hommes de l'Occident. Et vous comprenez bien que cette représentation du temps, elle entraîne des conséquences. Comme nous sommes orientés vers un projet, ça veut dire que nous sommes responsables du monde qui vient. Nous ne sommes pas seulement des spectateurs passifs de l'évolution du monde, comme l'étaient les Grecs. Nous ne sommes pas seulement chargés de nous adapter, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, de croire au destin, de nous aligner sur le modèle de la tragédie grecque. Nous sommes actifs. Et dans la tradition juive, moi qui ne suis pas juif, mais j'ai beaucoup appris des philosophes juifs, il y a une expression magnifique, il y en a plusieurs, mais il y a une expression magnifique qui se traduit en hébreu par le mot zakor.
C'est la traduction du 4e commandement de la Bible hébraïque. Qu'est-ce que ça veut dire, Zachor? Ça veut dire « souviens-toi du futur ». Souviens-toi du futur. Ce qui a l'air d'un paradoxe, ça veut dire « souviens-toi que tu es en marche ». Souviens-toi que tu es en chemin et sous-entendu que tu es responsable du futur. Parce qu'il y a d'autres expressions qui disent la même chose. Il y a par exemple cette expression du Talmud, que j'avais trouvée magnifique, « il n'y a pas de destin pour Israël ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre destin que celui que nous construirons. Et puis, il y a une autre expression qui est plus connue des Juifs, pratiquants, ou enfin ceux qui connaissent un peu la tradition juive, c'est l'expression le tikkun olam. Et je prononce très mal sans doute l'hébreu, mais tikkun olam, c'est une expression magnifique. Ça veut dire la réparation du monde. Ça veut dire que nous sommes en charge de la réparation du monde. Nous sommes responsables, nous sommes comptables des injustices à venir, du triomphe des puissants ou des railleurs, etc. Nous sommes engagés dans l'histoire. Et vous comprenez bien que c'est cette idée qu'on appelle de manière un peu rapide le prophétisme juif, c'est cette idée que les chrétiens ont repris à leur compte en l'appelant l'espérance, et que les philosophes des Lumières ont laïcisé en l'appelant le progrès. Mais c'est la même idée. C'est l'idée d'une marche absolue, absolument, et d'une marche et d'une responsabilité du futur. Et quand je lis, en effet, quand je lis sous la plume de Max Weber « La démocratie, c'est le goût de l'avenir », c'est ça que j'entends. C'est-à-dire, et de même que j'avais mis comme exergue dans un autre de mes livres, j'avais mis, au fond, ça veut dire la même chose. C'est un vers de Goethe, le poète allemand, et Goethe disait « Le pessimiste se condamne à être spectateur ». Ça veut dire que si vous croyez que c'est foutu, si vous croyez que c'est pas la peine de se battre, que c'est la catastrophe, que nous sommes dans la catastrophe, alors vous restez chez vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, l'idée même d'être citoyen n'a plus beaucoup de sens. Si vous pensez que tout est foutu, plutôt que d'être citoyen, c'est fatigant, faut aller voter, faut tout ça, vous choisissez, et je vois autour de moi pas mal de gens qui font ce choix malheureux, vous choisissez de vous simplifier la vie, je caricature, mais pour vous faire sourire, en étant, disons, l'après-midi consommateur et le soir téléspectateur. Ça rime, vous voyez, je veux dire. C'est-à-dire l'après-midi, le caddie dans le supermarché, si possible avec des soldes, et le soir, Thierry Ardisson. Pour les meilleurs soirs, parce que ça peut être pire, vous voyez ce que je veux dire. Et pour le reste, que la démocratie s'en aille toute seule, Et ça, c'est une situation tragique. Vous comprenez bien que cette perte de l'appétence pour l'avenir, c'est évidemment la ruine de la démocratie. Si nous sommes ça, si nous nous abandonnons à cela, alors c'est vrai que nous allons en douceur sortir de la démocratie. Et aujourd'hui, je vous signale que j'ai lu ce week-end un livre d'un ami économiste, s'appelle Jean-Luc Gréau, qui a fait un livre extraordinaire qui va paraître le 9 novembre, un livre qui s'appelle La Grande Récession, pour décrire ce que nous venons de vivre. Alors c'est pas un type qu'on peut soupçonner d'être gauchiste, il était économiste au CNPF et au MEDEF, vous voyez, je veux dire. Mais depuis, comme c'est un type profondément honnête, il a découvert l'ampleur tragique de cette dépossession de la démocratie par les marchés financiers. La manière dont, au fond, les traders et il faut bien les appeler par leur nom, c'est ce qu'il fait dans son livre, les malfaiteurs de la finance, se sont en grande partie emparés des leviers de la démocratie elle-même. Je vous suggère d'ailleurs de lire, parce que j'ai lu aussi pendant ce week-end, j'ai beaucoup travaillé ce week-end, mais j'ai lu un livre commun un livre de Zarka avec Jürgen Habermas, le grand philosophe allemand, et Habermas est très inquiet et dit lui-même que ce qui menace l'Europe aujourd'hui, c'est la post-démocratie. C'est que nous sortions de la démocratie, et pardonnez-moi, je ne veux pas être méchant pour le patron de la Banque Centrale Européenne, mais de voir que c'est un enfant de Goldman Sachs qui dirige les finances de l'Europe. Quand on a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, le documentaire sur Arte, sur Goldman Sachs, vous vous dites, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. C'est comme si on donnait, vous comprenez, je veux dire, c'est comme si on confiait la garde du poulailler à un renard. En se disant, oui, mais il est végétarien, celui-là. Bon, très bien, mais enfin, bon. Bon, très bien. Ça me fait penser à une phrase de Woody Allen, magnifique. Woody Allen dit, la paix régnera sur terre quand l'agneau dormira avec le loup, mais l'agneau dormira pas beaucoup.
Non, vous voyez, ça veut dire que nous sommes en face de quelque chose de fondamental et central. Voilà. Alors maintenant que ces pardonnez-moi, ces grandes envolées un peu grandiloquentes étant évoquées, je voudrais en revenir et conclure là-dessus par des choses plus modestes, plus attentives au quotidien, plus attentives à moi et à mes compatriotes, plus attentives à vous. Parce que je ne crois pas qu'on puisse non plus s'en sortir en ironisant sur le fait que mes compatriotes ont perdu le goût de l'avenir. On ne peut pas s'en sortir en se moquant du fait que, en effet, nous sommes sortis du XXe siècle, nous, Européens, avec la gueule de bois. Et que cette gueule de bois, nous la traînons encore. C'est-à-dire, nous sommes désillusionnés, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes désenchantés. C'est pas le monde qui est désenchanté, c'est nous. Il y a quelques raisons pour cela. Il y a quelques raisons pour cela. Et je ne vais pas vous faire un récit trop long, mais dans le petit livre que j'ai fait, j'ai consacré quand même beaucoup de pages à expliquer cela. Vous savez, nous sommes en 2012, donc ça ne fait que 12 ans que nous sommes sortis du XXe siècle. Il n'y a pas longtemps, 12 ans. Ça passe vite. Très bien. Et du coup, on a perdu un petit peu l'habitude de s'interroger sur ce qu'a été ce XXe siècle. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est presque devenu... c'est acquis. Les historiens, ils ont pris l'habitude de parler du court XXe siècle. Parce qu'ils disent, en fait, ce XXe siècle n'a duré que 75 ans. Pourquoi? Parce que dans sa cohésion, on peut considérer que le XXe siècle commence vraiment avec l'attentat de Sarajevo en 1914 et la Première Guerre mondiale, et on peut considérer qu'il s'achève avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme. Voilà la période cohérente. 75 ans. Je vous rappelle toutefois que ce XXe siècle, même s'il a été court, il aura sûrement été l'un des plus sanglants de toute l'histoire. Comptez sur vos doigts. Des centaines de millions de morts, deux grands totalitarismes, un rouge et un brun. La Shoah, c'est-à-dire une folie voulant éliminer un peuple de la Terre. La bombe atomique, Hiroshima, qui a changé notre rapport avec le concept de catastrophe. Nous savons désormais que nous avons les moyens de provoquer la fin du monde. Et tous ces livres qui paraissent sur le thème de la catastrophe, notamment la redécouverte de Gunther Anders, qui était le mari d'Hannah Arendt, qui a beaucoup écrit et qui a été très lucide sur cette idée, ça a été quelque chose d'effrayant. Il y a eu les guerres coloniales aussi, et les sales guerres. Je ne vais pas vous rappeler ici, puisque voilà, moi je suis un enfant de militaire, je me souviens, on parle du bombardement de Sétif, et j'en ai parlé avec des Algériens où j'étais en Algérie, mais on oublie par exemple le bombardement de Madagascar. 20 000 morts en 2 jours, vous vous souvenez de ça, en 48. Ça veut dire que ce siècle a été poisseux de sang. Mais quand on parle du XXe siècle et qu'on compte comme ça les méfaits de ce siècle, on compte le nombre de morts. On oublie quelque chose. Il y a d'autres victimes de ce siècle. Il y a des victimes immatérielles. Qu'est-ce que c'est que les victimes immatérielles du XXe siècle ? Vous allez voir que ça nous amène directement à notre sinistrose d'aujourd'hui. Les victimes immatérielles du XXe siècle, c'est toutes les convictions et les valeurs auxquelles nous étions attachés encore au XIXe siècle et qui ont été détruites, profanées, démolies par le XXe siècle. Je vous en donne quelques exemples. Je pourrais vous en donner 10. Je vous en donne comme ça 2 ou 3. Moi, pardonnez-moi, je suis un enfant de vieux parce que mon père m'a fait, il avait 55 ans. Moi, j'ai fait mon fils à 20 ans. J'ai pris un peu d'avance pour lui, peut-être en réaction. Ça veut dire que c'est bizarre. Moi, mon père a fait la guerre de 14. Quand j'en parle à mes amis, ils me disent « Ah, moi, c'est mon grand-père. » Mais moi, c'est mon père. À cause du fait que je suis un enfant de vieux. Mon père était Saint-Cyrien en 1914, donc il a été un jeune élève de 19 ans qu'on est venu chercher à l'école au bout de 4 mois d'école. On les a nommés, ils étaient 730, on les a nommés sous-lieutenants à titre provisoire, puis on les a envoyés comme chefs de section au front. Ils étaient 740, ils sont revenus 300 survivants. Donc toute mon enfance a été baignée par les récits de mon père, évidemment de la guerre de 14, ensuite il a fait les autres guerres, très bien. Vous savez que ce qui a été profané par la guerre de 14, dont le philosophe Gershom Scholem a dit elle sera le tombeau de l'Europe, et qu'elle a été le tombeau de l'Europe. Ce qui a été profané, c'est le sens du sacrifice, c'est ce qu'on appelait le patriotisme, c'est la capacité de s'oublier pour les autres,
Vous savez, les jeunes conscrits qui sont partis en chantant pour la guerre de 14, ça faisait pas un pli, ils avaient le sentiment que c'était normal de se sacrifier pour la patrie. Et ces vies-là ont été gaspillées de manière abjecte pendant la guerre de 14. Notamment pour ces galonnés qui, voyaient, pour se faire mousser, pour conquérir 200 mètres de colline et la perdre le lendemain, étaient capables de sacrifier 3000 hommes. J'ai passé ma jeunesse à entendre parler de ce gaspillage des vies, quoi. Et il en est résulté, à la fin de la guerre de 14, un sentiment d'immense dégoût. Et puisque l'esprit de sacrifice avait été à ce point gaspillé, eh ben, on allait plutôt faire prévaloir l'égoïsme, ou que chacun pour soi, prenons garde à moi. Et vous savez, 20 ans après, il y a eu la débâcle, et les historiens s'étonnent qu'au moment de la débâcle, même s'il y a eu 100 000 soldats qui sont morts, quand même, il y a eu le même nombre de prisonniers en Allemagne que de morts en 14-18. 1,5 million. Comme si cette fois, c'est l'appétit de vivre qui avait prévalu plutôt que l'appétit du sacrifice. Ça veut dire que ce qui a été démonétisé, ce qui a été désactivé, pour employer un langage informatique, c'est la capacité de s'oublier pour les autres. Nous sommes entrés dans l'ère de l'égoïsme. Et nous y sommes toujours. Je vous prends un autre exemple. Parce que, immédiatement après la guerre de 14, comme vous le savez, ou en même temps, il y a eu la révolution d'octobre. Il y a eu la révolution soviétique. Au nom de quoi s'est fait la révolution soviétique? Elle s'est faite au nom de l'aspiration à l'égalité, de la lutte contre les inégalités. Et ça veut dire que cette aspiration à l'égalité, qui était partagée par tous, et qui est une valeur fondamentale, elle a été instrumentalisée par Staline pour justifier les massacres. Les massacres des koulaks en Ukraine, l'envoi des gens en Sibérie, autrement, cette valeur fondatrice de notre optimisme, elle a été foulée aux pieds, elle a été dénaturée. Moyennant quoi, aujourd'hui, nous assistons à une explosion de l'inégalité comme on l'a jamais vu, ni aux États-Unis, ni en Europe. J'ai lu le dernier livre de Joseph Stiglitz, l'économiste en chef de la Banque mondiale, qui s'appelle Le prix de l'inégalité. J'avais lu ses livres précédents et j'ai participé à une émission de radio sur France Inter avec lui. Je n'ai jamais vu ce monsieur, très compétent, ancien de la Banque mondiale, prix Nobel, je ne l'ai jamais vu dans un tel état de colère. En disant, dans mon pays, il ne parlait que du sien, dans mon pays, il se passe quelque chose qui ne s'est jamais produit dans toute l'histoire américaine. C'est que 1% de la population puisse confisquer 45% de la richesse produite. C'est-à-dire que les États-Unis sont entrés dans un système proche du système des castes indiennes. Vous voyez, je veux dire. Et chez nous, il se passe la même chose, avec l'apparition de ce qu'on appelle les hyper-riches. Et si vous dites ça, dans les médias, si vous dites ça à Jean-François Copé, par exemple, je cite que lui, comme ça, parce que je n'ai rien contre lui, il vous dira, bon, monsieur Guilbault, parce que vous regrettez le goulag? Ah, parce que vous voulez qu'on réinstaure le communisme? Et c'est imparable. Ça veut dire que l'effondrement du communisme a aspiré, dans son effet de souffle, une bonne part des valeurs auxquelles nous étions attachés. Vous comprenez ce que je veux dire? Même chose pour Hitler. Le nazisme, il a profané une valeur fondamentale. C'est le volontarisme historique, ce dont je vous parlais. Le goût de l'avenir, la responsabilité du monde qui vient. Hitler l'a poussé jusqu'à la nausée et jusqu'au crime. Vous avez tous en mémoire, je crois, ce fameux film sur la parade de Nuremberg tourné par Leni Riefenstahl. Vous savez, cette cinéaste que Hitler protégeait, à qui Hitler avait donné des moyens considérables à l'époque, je crois 25 caméras, etc. Elle a tourné ce film qui est un classique. Sauf que, peut-être que vous ne savez pas que c'est Hitler qui a choisi le titre. Il a laissé une assez grande liberté à la cinéaste, mais c'est lui qui a choisi le titre. Et vous savez quel est le titre de ce film? Le triomphe de la volonté. Ah! Ça veut dire que tout d'un coup, c'est le volontarisme historique qui s'est trouvé frappé de soupçons. Et si vous voulez faire preuve de volontarisme aujourd'hui, on vous dit à quoi? Tu vas pas nous parler des lendemains qui chantent, de l'avenir radieux, etc. Tu vas pas nous reparler de ces salades qui ont coûté des centaines de milliers de vies dans le siècle précédent. Ça veut dire que nous sommes sortis de ce XXe siècle la gueule comme ça, comme des somnambules, complètement groggy, sans être capables d'avoir la moindre idée claire. Je pense, moi, et je crois que vous serez d'accord avec moi, et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est très important, que ces valeurs qui fondent notre espérance et qui doivent la fonder, ces valeurs qui doivent nous redonner le goût de l'avenir,
ça n'est pas parce qu'elles ont été profanées qu'elles cessent d'être justes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que, je sais pas, c'est pas parce qu'il y a des pères incestueux que l'amour est une saloperie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des instituteurs pédophiles que l'école est une catastrophe. Et nous raisonnons comme cela. Et je pense qu'en effet, d'ailleurs, on voit naître des gens qui commencent à penser d'une autre façon. C'est pour ça que je voulais vous dire, je ne sais pas si je tenu les délais, je ne sais pas si j'ai parlé trop longtemps. Dites-moi, madame, ça va? J'ai toujours peur d'être trop bavard, vous savez. C'est ce que me disent mes filles, elles me disent, tu es bavard. Elle me dit ça pour se moquer de moi, parce que j'ai aucune raison de le cacher, parce qu'il y a bien longtemps, maintenant c'était en 98, donc ça fait déjà, combien ça fait 12 ou 14 ans. J'ai 2 filles, mais elles sont grandes, maintenant elles ont 27 et 29 ans. Mais à l'époque, elles étaient petites filles. Et moi, qui suis un ancien 68ard, figurez-vous, en plus, je suis un père qui n'a pas réfléchi beaucoup. J'avais eu 2 garçons d'un premier mariage, cette fois j'ai eu 2 filles. Et dans ma tête, je me tourmentais, je me disais, qu'est-ce que je vais répondre à mes filles quand elles vont me parler de ce qui est permis ou interdit en matière de sexualité? Comme si des filles allaient poser la question à leur père. Enfin, j'étais dans mon idéalisme, comme ça, très bien, etc. Alors, parce que je me disais, si je leur parle comme Daniel Cohn-Bendit, elles vont éclater de rire, parce que la permissivité 68ard, elles sont nées avec le scandale du trou, la pédophilie, la pornographie sur Internet. Donc, quand elles voient Libération, elles disent c'est un journal de vieux libidineux. Vous voyez, donc je peux pas leur parler comme ça, comme un 68ard, mais en même temps, si je leur parle comme Christine Boutin, elles vont m'éclater de rire au nez. Alors comment je vais faire? Et dans ma tête, je me suis dit, mais au fond, je sais pas où j'en suis moi-même. Eh ben, je me suis lancé dans 4 ans de travail pour écrire un gros livre de 500 pages, qui a eu la chance d'avoir le prix Renaudot, mais ça, c'était pas à mes filles que je le dois, qui s'appelle La tyrannie du plaisir. Et je me suis lancé dans un travail passionnant pour essayer de comprendre comment était régulée la sexualité des humains dans la Chine ancienne, en Grèce, dans la civilisation précolombienne, à quelle fluctuation obéissait la permissivité et la restriction, etc. J'ai fait un livre passionnant, j'ai lu tout Michel Foucault, j'ai lu tous les grands historiens, etc. Ça m'a passionné pendant 4 ans. Et j'ai fait ce livre de 480 pages, je crois, qui est dédié à Ariane et Léa, qui est le nom de mes 2 filles. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Elles ont été très touchées. Elles m'ont dit, écoute, papa, c'est bien, c'est formidable ce que tu as fait. Mais si chaque fois tu penses qu'on va te poser une question, tu passes 4 ans pour préparer la réponse et que tu fais un livre, c'est pour vous dire que, voilà. D'ailleurs, j'ai découvert quantité de choses, mais c'est pas le sujet de ce soir. Ce que je veux dire, voyez-vous, c'est que nous avons de bonnes raisons d'être inquiets. Notre sinistrose, notre pessimisme, le fait que nous sommes un peu en panne du goût de l'avenir, ça n'est pas ridicule. Et ça serait désobligeant, et ça serait injuste, ça serait populiste de ma part de me moquer du pessimisme de mes contemporains, parce que ce pessimisme, il m'accable moi aussi, assez souvent. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on additionne ce que nous avons devant nous, ce que nous devons affronter, je pense qu'il y a de bonnes raisons assez légitimes. Mais le fait de reconnaître cela, j'ai fait un livre qui s'appelle, en effet, le sous-titre, c'est « Comment retrouver l'espérance ». Mais j'ai fait un livre en précisant bien que je suis très attaché à l'espérance et je suis très attaché à l'optimisme, mais je ne suis pas le ravi de la crèche. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai passé 25 ans de ma vie à couvrir les tueries du monde, les guerres, les révolutions, les famines. Pendant 25 ans pour le compte du monde, je me suis tapé toutes les guerres, si j'ose dire, des années 70, des années 80 et la première moitié des années 90. Toutes. En Afrique, au Proche-Orient, en Asie, le Cambodge, le Vietnam, le Biafra, la guerre du Liban, tout ce que vous voulez. Donc j'ai passé 25 ans de ma vie à voir mourir des gens. Donc ça serait un petit peu fou que je sois comme ça le ravi, cuit, etc. Sauf que, et je vais finir avec ça, je suis partisan, et je vous propose de l'être, de ce que j'appelle l'optimisme stratégique. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire l'optimisme stratégique? Vous allez comprendre, surtout, je pense à Bernard qui connaît bien le monde de la finance, il va comprendre au quart de tour. Qu'est-ce que ça veut dire l'optimisme stratégique? Il faut vous souvenir qu'à la fin des années 40,
Un grand sociologue américain qui s'appelle Robert Merton a inventé un concept. Je fais le malin, mais en fait, il était au programme de Sciences Po quand j'étais à Bordeaux, donc c'est le truc sur lequel je devais plancher. Il est l'inventeur d'un concept qui fait un retour aujourd'hui, qui se dit en anglais self-fulfilling prophecy, que nous traduisons en français par l'expression un peu barbare, mais qui est très simple, qui veut dire prophétie auto-réalisatrice. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ce truc bizarroïde? C'est quelque chose de tout simple. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie auto-réalisatrice? C'est quand votre pessimisme abusif finit par provoquer ce que vous redoutiez. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous prends un exemple. En septembre 2008, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, quand la banque d'affaires Lehman Brothers a fait faillite, et que tout d'un coup s'est répandu sur le monde ces putains d'obligations pourries, avec le phénomène de la titrisation, etc., vous savez qu'on a passé une semaine en se demandant, en France, chez nous, si les grandes banques françaises n'allaient pas faire faillite. Crédit Agricole, Société Générale, BNP, etc. Alors même ceux d'entre nous qui n'ont qu'un petit magot à la banque, on a tous un petit truc quand même, hein, bon, un petit compte épargne ou un petit... Il y a eu un moment donné, on s'est dit, mais quand même, on va être chocolat. Imaginez qu'à ce moment-là, alors que les Français ont été disciplinés, imaginez que à ce moment-là, on est succombé au pessimisme. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait couru à la banque. On aurait fait la queue pour réclamer notre argent, comme le faisaient les Argentins au moment de leur crise. Et en faisant ça, on aurait provoqué la faillite de notre banque. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est une prophétie qui provoque ce qu'elle craint. Et moi, j'étends ce concept, tout bête, je l'étends à la notion d'optimisme et de pessimisme. Si vous êtes pessimiste, si vous êtes sensible à la sinistrose, si le goût de l'avenir ne vous intéresse plus, si vous acceptez d'être, c'est ce qu'on m'a dit à Pékin, vous êtes devenus les hommes de l'Occident, c'est-à-dire du couchant. Si vous acceptiez que nous devenions ce que nous sommes, c'est-à-dire les hommes du couchant, alors vous comprenez, en effet, vous allez provoquer, vous allez laisser advenir, ne serait-ce que par complicité passive, les catastrophes. Tandis que l'optimisme stratégique, c'est précisément refuser cela. Refuser de donner prise au désenchantement. Refuser de... Oh, comment dire? Il y a une expression de Georges Bernanos, mais qui est un peu vulgaire, mais refuser de ne plus être que comme un chien crevé au fil de l'eau. Georges Bernanos a écrit des pages magnifiques sur ce qu'il appelle le péché contre l'espérance, qui est un péché radical et qui est un péché catastrophique, que d'ailleurs, dans l'ancien droit canonique, on appelait l'acédie. L'acédie, acétia en latin, l'acédie, c'est ce mal qui frappait les moines de la vallée du Nil, les pères du désert, quand tout d'un coup, sur le coup de midi, leur espérance vacillait. Oui, je veux dire. Et qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Europe tout entière est frappée d'acédie et qu'il faudrait la réveiller. Et puis, je vais vous dire, ce vieux, je vous ai expliqué qu'il y a un vieux monde qui était en train de disparaître, mais qu'il y a un nouveau qui est en train de naître. Vous savez, ce nouveau, il est déjà là. Chaque fois que nous sommes exaspérés par la médiocrité du monde politique, des partis, des syndicats, de tout ce que vous voulez, chaque fois qu'on est un petit peu catastrophé par la médiocrité du débat, je veux dire, c'est-à-dire que la politique qui se fait au grand journal de Canal+, quoi, c'est quand même assez désastreux, tout ça, qui se fait avec des tweets. Maintenant, la pensée française, c'est 150 signes. Blanc compris, espace compris. On est un petit peu effrayé. Chaque fois qu'on est effrayé par ces signes d'effondrement du vieux monde, il faudrait prêter attention au fait qu'il y a un autre monde qui est en train de naître. Pensez au mouvement associatif. Pensez à ces centaines de milliers d'anonymes qui s'engagent quotidiennement dans les réseaux de solidarité, dans les restos du cœur, dans tout ce que vous voulez, dans Raté des Carmondes, dans les réseaux culturels, etc. Je vais vous dire, j'ai une immense admiration pour ces gens-là, qui sont probablement 300 000, 400 000, 500 000 personnes. Je les appelle les sentinelles du désastre. Personne ne connaît leur nom, ils ne sont jamais médiatisés. Mais ils me font penser, vous savez, autrefois sur les bateaux de pêche, il y avait les vieux marins qui ravaudaient les filets, vous vous souvenez, avec leur... Eh ben, les 400 ou 500 000 militants associatifs anonymes, ils recousent jour après jour le tissu social qui se déchire.
Je vous signale d'ailleurs, et je conclurai par là, que je vous ai dit que nous en étions à 5 millions de chômeurs. Savez-vous ce que disait Georges Pompidou quand il a été élu président en 1970 ? J'ai vérifié parce que je viens de recevoir une biographie de Georges Pompidou avec des extraits de ses textes, etc. Vous savez ce qu'avait dit Georges Pompidou ? À l'époque, il y avait 380 000 chômeurs en France. 380 000 chômeurs. Et Pompidou avait dit, si un jour nous passons la barre des 500 000 chômeurs, ça sera la révolution en France. Nous en sommes à 5 millions, 10 fois plus, c'est toujours pas la révolution. Grâce à qui ? Grâce à qui ? Honnêtement. Je vais répartir équitablement. Est-ce que vous croyez que c'est grâce à M. Hollande ? Est-ce que vous croyez que c'est grâce à M. Sarkozy ? Je ne parlerai pas du Premier ministre dans la ville qui est la sienne, mais est-ce que vous croyez que c'est grâce à nos éditorialistes politiques ? Non, c'est grâce à qui ? C'est grâce à ces sentinelles du désastre dont je vous parlais tout à l'heure. Si ces gens n'étaient pas là, quotidiennement, attachés à leur travail, attachés à leur générosité, je pense que nous aurions déjà basculé dans une société violente. Et puis le mot de la fin, je vais vous envoyer voir un site internet. Je demande par avance à ceux qui connaissent l'histoire de me pardonner. Je me suis lié d'amitié avec une dame magnifique qui s'appelle Isabelle Desplat et qui est la vice-présidente de l'association Colibri. Est-ce que vous savez ce que c'est que Colibri ? J'imagine que certains d'entre vous le savent, mais qu'il y en a aussi quelques-uns qui ne savent pas. Parce que je raconte cette histoire quand on me pose la question, vous dites, Monsieur Guibaud, très bien, vous nous parlez du goût de l'avenir, c'est très sympa, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelon de simples citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, je vous raconte l'histoire de Colibri, c'est une fable brésilienne qui m'a été racontée par un écologiste très célèbre qui s'appelle Pierre Rabhi, qui est un Kabyle, qui a monté ces choses en Ardèche, là-bas, ces fermes expérimentales. Et c'est une fable qui raconte une chose toute simple. C'est un immense incendie dans la forêt d'Amazonie. Les arbres crament de partout, vous imaginez, c'est la catastrophe, l'Amazone est en train de prendre feu, et tous les animaux de la forêt s'en vont à toutes pattes pour échapper à la mort. Et parmi les animaux qui courent, il y a un tamanoir. Vous savez, cette espèce de truc bizarroïde avec un groin. Il y a un tamanoir qui court comme ça, essoufflé, il court, et puis il se retourne à un moment donné, comme ça, par réflexe, et il voit derrière lui un petit oiseau-mouche qui est grand comme ça, colibri, qui lui se précipite dans une flaque d'eau, prend une petite goutte avec son bec, puis la jette dans l'incendie. Il retourne dans la flaque d'eau, il prend une goutte d'eau, il la jette dans l'incendie. Il repart dans la flaque d'eau, il y a tout à l'heure, et le tamanoir se retourne, et avec beaucoup de violence et beaucoup de méchanceté, il lui dit, pauvre crétin, tu crois pas que tu vas éteindre l'incendie comme ça ? Et le petit colibri ne se démonte pas, il dit, je sais bien, mais je fais ma part. Je sais bien, mais je fais ma part. Alors imaginez qu'au regard de tout ce que je vous ai dit, au regard du goût de l'avenir, au regard des inquiétudes qui sont les nôtres, imaginez que nous essayons simplement modestement de faire notre part, chacun à notre place. Dans notre métier, dans notre quartier, dans notre famille, j'en sais rien. Faisons déjà notre part, notre petite part, et je vous assure que toutes ces petites parts feront une grosse, très grosse part. Merci de votre écoute. J'ai manqué à tous mes devoirs parce que je devais ensuite conclure en vous disant « c'est à vous la parole ». Donc il y a le micro qui va circuler parmi vous et je suis là pour répondre à vos questions si je le peux. Alors essayez que ce soit des questions sur le thème quand même, pas...